Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle digression. Alors aujourd'hui, on va être dans plusieurs thématiques, mais avec un seul sujet. Du coup, on va être un petit peu sur mes projets perso. On va être sur du jeu de rôle, donc pour les plus dévergondés au fond, rien de sexuel. On parle de jeu de rôle papier avec des lancers de dés et des crayons à l'ancienne. Et un petit peu côté littérature, puisque mon système de RP va se baser sur une saga littéraire, de la medieval fantasy, enfin plus vraiment médiévale, mais ça on en parle plus tard. Et du coup, forcément, je vais aussi aborder l'ouvrage de départ. On va voir dans quel ordre ça se fait. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai pas scripté euh, ce que je vais vous raconter. Du coup, par quel aspect commencer? Dans l'ordre où je vous les ai listés, ça me semble pas plus débile qu'autre chose. Donc moi, au niveau du jeu de rôle, j'avais découvert ça, alors au-delà de juste des parties de loup-garou, et je sais qu'il y a déjà des puristes qui vont se crisper en entendant un loup-garou en jeu de rôle, mais non, c'est... Non, effectivement, il y a des jeux de rôle qui vont être nettement plus poussés, parce que oui, dans les loups-garous de Tire-Soulieu, on incarne un personnage, mais c'est pour un laps de temps qui est finalement très court. Le degré de liberté offert par le personnage est très faible, donc c'est bien sympathique, mais il n'y a pas encore beaucoup de liberté de ce côté-là, et le jeu de rôle offre pour moi énormément de liberté, énormément de créativité. Dans les loups-garous, et promis après j'en parle plus, la seule créativité qu'on va avoir, c'est pour essayer de flouer totalement les autres, de passer entre les mailles du filet et de gagner. C'est tout. L'intérêt du jeu de rôle papier n'est même pas forcément de gagner. Après, ça dépend du vécu de chacun. Moi, je sais personnellement, en tant que joueur et que maître de jeu, que pour moi, le plus important, c'est que les joueurs et le maître de jeu prennent du plaisir ensemble à faire ça. Toujours et encore, rien de sexuel. Et des vergondés du fond, vous pourriez sortir. Non, je déconne, je vous adore. Euh, du coup, le jeu de rôle papier, moi j'ai découvert ça véritablement en 2016, à l'époque où j'étais encore en école d'ingé. Euh, parce que oui, j'y étais, même si j'ai pas le diplôme de sortie pour le prouver ou quoi que ce soit. Euh, j'ai été là-bas et on avait un club de jeux de société qui faisait aussi jeux de rôle, qui était très sympathique, et je me suis laissé tenter par ça. J'ai fait une première campagne de Donjons et Dragons où on était très nombreux. On n'avait pas assez de MJ à l'époque, du coup ils nous ont formés. J'ai fait une première campagne en tant que maître de jeu avec seulement 3 potes comme joueurs. Ça s'est bien passé, ça a été prolongé. J'ai fait une seconde campagne en tant que maître de jeu. Voilà, ça s'est plutôt bien fait. Là, dans les plus récents, j'ai fait une petite convention sur Strasbourg qui dure un week-end, le Don des Dragons. Si j'y pense, mais normalement, vu que je regarde de nouveau maintenant les vidéos pour voir si graphiquement ça n'a pas trop déconné, faut vraiment que je change de caméra. Le Don des Dragons, je vous mettrai peut-être le lien en dessous, parce que je pense que la plupart des personnes qui me regardent sont à proximité de Strasbourg, donc c'est cohérent, et puis c'est ma chaîne, donc je fais de la pub à qui je veux. Donc le Don des Dragons, où j'ai eu l'occasion avec ma compagne et un couple d'amis de faire trois, ouais, trois scénarios en un peu moins de 36 heures. Alors non, sur l'un des trois, on n'avait pas l'ami, eux. Ça n'a pas grande importance. Mais du coup, voilà, donc j'ai pas énormément d'expérience, j'ai pu tester divers jeux, après, dès que j'ai pu, en toutes conditions possibles, j'ai été un nain, par envie personnelle,
peut-être qu'un jour je vous parlerai aussi du clan de l'ours vert, celui auquel la plupart de mes nains se rattachent, histoire d'avoir un lore intercampagne, que j'avais essayé d'écrire, mais là aussi on s'éloignait beaucoup. J'avais dit qu'on restait sur un sujet, même s'il couvre plusieurs aspects. Et du coup, on va l'évoquer tout de suite, même si on est déjà plus de 5 minutes. Voilà, bravo moi. Les gardiens de la lumière. Alors, certainement que ce sera gardien et gardienne avec l'écriture inclusive, parce que même si c'est pas forcément un combat que je défendais à la base, parce que comme beaucoup de nouveautés, ça a été fait, osons le dire, dans la violence. C'est quelque chose qui était proposé et il a été très rapidement récrié le fait qu'on n'y passe pas directement. Bien entendu, une transition, ça doit se faire dans le temps, et personnellement, j'en fais l'usage pour montrer que ça se pratique, que ça peut être intéressant. Et à la base, je l'ai fait parce qu'on avait des acronyques et j'avais un personnage qui s'y prêtait bien. Mais bon, donc les gardiens et gardiennes de la lumière, possiblement, je dirais gardiens par la suite, pour des simplicités à l'oral. J'espère que vous n'y verrez pas d'objection. Possible aussi que je dise les gardiens de la lumière, pour la même raison. Et pour clore cet aparté, je pense qu'effectivement, le neutre ne devrait pas être masculin. Après, il faudrait quand même voir à la longue et qu'on ait un consensus là-dessus pour savoir si on crée un nouveau neutre ou si on applique la règle de proximité, ou si on applique une forme de l'écriture inclusive, enfin voilà. Mais on n'est pas là-dessus aujourd'hui. On verra peut-être si j'en parle une autre fois, mais vu que je ne suis pas traversé dedans, je pense que ce ne sera pas un bout de temps. Donc, Les Gardiens de la Lumière, un jeu de rôle qui va se baser sur la saga du Porteur de Lumière de Brent Twix. Je crois que j'avais évoqué cet auteur lorsque j'avais parlé d'idées de livres à lire. C'est un auteur que j'avais découvert quand j'étais en prépa, avec une autre de ses sagas qui sont Les Anges de la Nuit, que j'avais beaucoup apprécié déjà à l'époque. Le Porteur de Lumière, j'ai même évoqué cette saga lorsque j'avais fait une petite conférence, qui est la première vidéo que j'ai sur cette chaîne, qui est assez longue et que moi je ne trouve pas de qualité, mais parce que ça s'est fait dans le stress et avec un PC qui m'a lâché, enfin voilà, les conditions n'étaient pas trop. Mais j'avais parlé de cet ouvrage pour sa consistance, sa cohérence surtout. Il faut savoir que le système de magie qu'ils ont là-dedans se base sur une matérialisation de la lumière. Donc il y a déjà toute une physique alternative qui est plus là en complément, pas en version alternative d'ailleurs, mais il y a un complément de physique qui existe et qui est très bien défini pour la luxine, donc cette matérialisation de la lumière. Donc il va y avoir certaines fréquences, donc certaines couleurs exactes qui vont fonctionner beaucoup mieux que d'autres. Et pour cette lumière-là exactement, enfin on voit par la suite qu'il y en a un peu plus que 7, mais pour ces lumières-là exactement, il va y avoir des propriétés exactes. Il va y avoir des effets particuliers. Après, il y a aussi toute une théologie qui est derrière, donc des anciens dieux qui correspondaient à ça mais qui n'existent plus. Un parallèle entre les péchés, les vertus et les couleurs. Donc voilà, il y a vraiment une étude assez lourde qui a été faite, il y a une réflexion assez intense par rapport à ça, et ça se ressent à la lecture. Ça se ressent peut-être d'autant plus facilement qu'il y a des annexes derrière qui sont très fournies. Il y a des épilogues à chaque fois et des notes de l'auteur en fin de tome, et moi personnellement je recommande, c'est un livre que j'ai surkiffé. Au moins les 2 premiers tomes. Après, le souci c'est peut-être que je les ai découverts pendant publication, donc il y a du temps
je ne peux pas lire les tomes aussi vite que je le souhaiterais. Peut-être que j'aurais beaucoup mieux apprécié ça encore si j'avais pu les dévorer à la suite. Euh, et là, notamment l'œil brisé, moi j'ai eu un petit peu de mal parce qu'on a une multiplication des personnages qui servent de point de vue. Et on va avoir des personnages qui commencent à être assez éloignés des héros qu'on avait au départ. Et voilà, moi personnellement, ces passages-là m'ont nettement moins intéressé parce que même si ça risque d'être important par la suite d'avoir des répercussions et qu'il fallait qu'on voit ces actions, et qu'il fallait qu'on ait un personnage qui serve de point de vue à cette action, bah pour moi on était loin de ce qui se passait déjà, et il se passait déjà des trucs à tellement d'endroits, en rajouter un autre, c'était... Et pourtant, généralement, c'est ça que j'adore dans les sagas. Mais c'est peut-être le fait qu'on ait un format qui soit plus court et que j'ai eu plus de temps entre les lectures. Je pense que ça vient de là. Mais bon, j'ai pas forcément envie de subir de nouveau le saut des 20 minutes. La dernière vidéo a été un calvaire à monter et ça restait, je trouve, assez crade au niveau des sauts visuels parce que je bougeais un peu plus que d'habitude. Que la caméra a du mal à suivre, faut que j'en change, mais j'ai pas les sous pour l'instant. Du coup, donc mon système de jeu de rôle, les Gardiens de la Lumière, donc qui se passera principalement après, pour des raisons de cohérence par rapport à l'œuvre originale. Autant que faire se peut. Donc, je pars du principe que certains événements qui sont censés se produiront dans la saga, et qu'on est un bon siècle plus tard, avec une Renaissance bien mieux installée, et après avoir. Là, la première campagne de test que j'avais faite, on avait des... Il y avait eu un énorme schisme, mais déjà pendant la saga, au niveau de l'église, enfin la chromerie, mais ça revient un petit peu au même, c'est à la fois le centre de magie, le centre de juridiction et le domaine du... Ah, c'est un peu plus puissant qu'un pape. Le prisme a la capacité d'utiliser toutes les formes de magie. Et ce sans limite de mana. Donc, cette présence de Dieu sur Terre, on va le dire tel que ça peut être vécu par les mortels dans l'ouvrage, se vit aussi à la chromerie. Donc on a vraiment un centre théologique et juridique qui est très puissant. Un centre administratif aussi, du coup, forcément. Et il y a eu un énorme schisme par rapport à ça. Il y a eu des rebelles, et là, on est sur une seconde vague de rebelles dans mon jeu de rôle. En tout cas, dans la première campagne de test que j'avais fait. Là, j'attends encore des réponses pour savoir si je vais en refaire avec justement les amis avec qui j'étais au Don des Dragons, pour voir un petit peu ce qu'ils ont envie de faire pour construire la campagne en fonction de ça. Encore une fois, pour que tout le monde se fasse plaisir. Et oui, du coup, il faut encore que je vois exactement le système, comment je vais le construire. Le premier, j'avais eu des retours auxquels je m'attendais un peu, c'est-à-dire qu'il y avait un énorme déséquilibre dès le moment où on n'arrivait pas à pratiquer correctement la magie. Mais c'est le cas dans l'ouvrage d'origine, c'est-à-dire qu'il y a comme d'habitude une grosse distinction entre les moldus et les sorciers. Mais le souci, c'est que certains des personnages que j'avais étaient pratiquement moldus. Je vais essayer de m'expliquer. Les chromates, dans cet ouvrage, ceux qui peuvent pratiquer la magie, ont une quantité de magie qu'ils vont pouvoir utiliser sur leur vie. Parce que à chaque fois qu'ils vont utiliser la magie, ça va marquer légèrement leur œil. Pour ça aussi que je pense que cet ouvrage, s'il pouvait être adapté sur un format
visuel, ce serait juste magnifique. Les gros plans sur les yeux pourraient être faits à foison, je pense que ce serait jamais un problème parce que ce serait de l'œuvre d'art. Mais une fois que l'iris est saturé, la luxine, les traces laissées par la luxine vont faire exploser l'iris et ces petites aiguilles de luxine. Amy, t'oublies ça? On a du linge qui a séché, elle est en train de se faire les griffes dessus. Du coup, oui, les éclats de luxine vont il parle de briser le halo. Ce halo brisé va aller se loger partout ailleurs. Et du coup, les influences de la luxine sur le caractère, puisque je le disais avant, il y a un parallèle qui est fait entre les péchés capitaux et les couleurs, cette influence de la couleur va être nettement plus marquée. Et du coup, les spirites vont être donc, les créateurs, les chromates qui ont brisé le halo, vont être beaucoup plus sujets à des sauts d'humeur et beaucoup moins socialement adaptés. Je vais juste vérifier le timer. Ça va être chaud. Donc, mon jeu de rôle se passe plus tard avec une organisation, pour la première campagne en tout cas, une organisation parallèle telle l'Église orthodoxe, j'ai envie de dire, qui, plutôt que de nier l'existence des anciens dieux et de réfuter toutes les personnes qui ne croient pas à la chromerie telle qu'elle est, vont essayer de réunir les anciens artefacts qui peuvent permettre la réincarnation des dieux pour éviter le carnage qu'il y a eu pendant la saga. Et du coup, mon système de jeu de rôle va se baser principalement sur du lancer de 2D20. Bon, ceux qui connaissent, j'ai pas besoin d'expliquer, mais il y en a d'autres. Donc, quand on parle de D20 en jeu de rôle, c'est un dé à 20 faces. J'aurais peut-être dû en prendre pour vous montrer, mais tant pis. Comme d'habitude, j'ai pas bien préparé. Donc, le lancer de 2D à 20 faces, sachant que j'ai un système un peu particulier sur les critiques. Donc, les échecs critiques à 1 vont automatiquement valoir -3, sachant que le score total du jet ne peut pas être en dessous de 0. Et un 20 va, donc les réussites critiques vont laisser le choix aux joueurs entre relancer 2 autres D20 à la place de celui-là, ou Amy, tu te calmes un peu s'il te plaît, ou alors lui faire une valeur de 25. Donc il est plus sûr de prendre le 25 parce que en moyenne il vaut plus que ce qu'on aura sur les 2 D20. Ouais, j'ai calculé pour que ce soit le cas. Donc voilà, je pense que je vais laisser la vidéo ici et si jamais ça vous avait intéressé, je ferai une partie 2. C'est mieux que d'avoir le risque de la coupure. Ouais. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ce serait pour moi plus constructif. Ça me permet d'avoir un petit peu des retours. Et à partager un petit peu la vidéo. J'ai envie d'agrandir encore un peu la communauté. Donc voilà, forcément je ne peux pas forcer dans ce sens-là, mais ça me ferait plaisir. Donc voilà. Et ben oui, si vous avez une idée de sujet, comme d'habitude, mettez-la en commentaire. Moi ça me ferait plaisir de voir que c'est quelque chose qui intéressera au moins une personne avant même que j'ai fait la vidéo. Voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!